À la une de ce 20h, la police nationale reçoit un important lot de moyens roulants. Ce matériel renforcera les capacités opérationnelles de différentes unités dans leur mission de protection des personnes et de leurs biens. Cette acquisition est entièrement financée sur budget national. C'est parti pour la 19e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. Plusieurs activités sont au programme, notamment la sensibilisation, la formation et l'information des usagers. C'est autour du thème la sécurisation du transport public de personnes. Et puis dans cette édition, la rédaction s'intéresse à l'occupation anarchique des voies publiques. Vous le verrez, un véritable danger pour les occupants et les usagers de la route. Le phénomène provoque de plus en plus des cas d'accidents graves, notamment à Bamako. La ménopause, c'est le sujet de Focus Santé ce lundi. Elle survient généralement autour de 50 ans. Bouffées de chaleur, fatigue, troubles du sommeil font partie des multiples symptômes de la ménopause, nous dira Baraki Sawatara en fin de journal. Voilà pour les titres. Merci de nous rejoindre sur ORTM 1. C'est une tradition à Koulouba. La montée des couleurs chaque premier lundi du mois, une montée des couleurs présidée par le président de la transition, une initiative instaurée par le colonel Assimi Goïta depuis son arrivée au pouvoir. La cérémonie de ce matin a réuni autour du chef de l'État plusieurs membres de son cabinet, du personnel de la présidence de la République. Montée des couleurs à Koulouba au son de l'hymne national exécuté par la fanfare de la garde républicaine. Le but de cette cérémonie mensuelle, faut-il le rappeler, est de cultiver davantage l'amour du drapeau à la jeune génération ou encore de promouvoir la citoyenneté chez les Maliens. C'était donc ce matin à Koulouba. Restons à Koulouba où le président de la transition a reçu cet après-midi une délégation des élèves et étudiants d'Afrique. Ils sont au Mali pour le 3e congrès de la CESA. La CESA, c'est la Confédération estudiantine et scolaire d'Afrique, un regroupement de 37 pays d'Afrique qui ambitionne de conscientiser la jeunesse et de lutter contre le chômage avec comme objectif premier l'unité africaine. Ils sont venus prendre conseil et directive auprès du chef de l'État qui demeure un repère selon eux. La CESA a confié sa présidence au Mali pour un mandat de 2 ans. Sira Batili. Sur les traces de recherche d'une Afrique unie, la jeunesse se mobilise et s'engage. Présents pour leur 3e congrès ici à Bamako, les membres de la Confédération estudiantine et scolaire d'Afrique sont venus à la rencontre du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Ils disent être en quête de repères et surtout de directives pour bien exécuter la mission qui leur est confiée, celle de créer un esprit d'unité et de solidarité entre les étudiants des 37 pays membres. Nous sommes venus prendre conseil auprès d'un grand frère qui est le président de la transition pour que nous puissions aussi utiliser ces conseils-là pour bien mener notre organisation dans ce que nous appelons ici l'émancipation de la jeunesse africaine. Parce qu'aujourd'hui, force est de reconnaître qu'il est un modèle pour cette jeunesse africaine depuis son arrivée à la tête de l'État malien. Il nous a prodigué des conseils, il nous a dit que nos différents pays ne peuvent pas se développer sans le capital humain et que nous, en tant qu'étudiants, nous devons vraiment nous investir dans la formation que nos États sont en train de fournir. Assez d'efforts pour que nous puissions bénéficier de cette formation. Donc, il est de notre devoir de se former pour que nous puissions compétir au niveau africain, au niveau mondial, afin que l'Afrique ne puisse plus subir, mais que nous puissions nous aussi aller vers d'autres conquêtes et que, dorénavant, que la voix de l'Afrique puisse compter. Une jeunesse africaine consciente de ses devoirs et capable d'unir le continent, la Confédération estudiantine se propose d'être le véritable moteur d'intégration. La lourde tâche est confiée au Mali à travers le secrétaire général de l'Association des élèves et étudiants du Mali pour un mandat de 2 ans renouvelable une fois. C'est un sentiment de fierté qui m'anime aujourd'hui
d'être à la tête de cette confédération. Et je pense que qui parle de ma personne parle du Mali. Et ça doit être une fierté pour le Mali. Et j'ai besoin de l'accompagnement des plus hautes autorités de la transition et tous les membres du gouvernement pour quand même m'aider dans cette tâche pour amener ce bateau au bon port. Et remercier les présidents de la transition, les membres du gouvernement. Le mandat va consister à quoi faire concrètement? À se battre pour l'intérêt des élèves et étudiants de toute l'Afrique. Que tous ces pays-là puissent retrouver cette unité, cette union dont nous attendons tous. Parce que dans un pays, chacun a son rôle à jouer et un pays ne peut pas être développé sans les élèves étudiants. La CESA travaille à fédérer les actions afin de favoriser des meilleures conditions de vie de l'élève et de l'étudiant africain. Elle se fixe l'objectif de lutter contre le chômage à travers l'adéquation formation-emploi dans les pays d'Afrique. À l'appel des 37 organisations universitaires et scolaires de ces pays membres, elle a été créée en 2015 au Burkina Faso. Et du côté de la primature, le Premier ministre a rencontré cet après-midi donc les ressortissants des régions de Tombouctou et de Taoudéni. Nous y reviendrons au cours de cette édition avec Al-Husseini Touré. Et dans un communiqué déposé à la rédaction, le président du Conseil national de transition, les membres du bureau et de la conférence des présidents ainsi que l'ensemble des membres et du personnel du CNT ont appris avec une grande tristesse le décès de l'ancien footballeur malien Salif Keita, survenu le samedi 2 septembre 2023 à Bamako, à l'âge de 76 ans. L'attaquant malien Salif Keita avait fait rayonner le football malien sur la scène internationale en devenant le premier ballon d'or africain. Il aura été un buteur prolifique dans les années 1970. En cette douloureuse circonstance, le président du Conseil national de transition, au nom de l'institution parlementaire, présente ses condoléances les plus attristées à sa famille biologique durement éplorée et au monde sportif. Le ministre de l'Industrie et du Commerce en visite dans 2 unités de production de fer et béton à Tienfala dans la région de Koulikoro. Il s'agit de l'industrie malienne de fer, Imafer, et l'usine Fer Mali. Objectif de cette visite, rappeler à ces unités industrielles leur obligation du respect des normes et qualités. Mamadou Fané. La qualité et les normes des matériaux de construction, notamment le fer à béton, constituent une véritable préoccupation pour les autorités du Mali. Face au non-respect de ces normes et qualités, le ministre de l'Industrie et du Commerce a entrepris une visite sur les sites de production de l'industrie malienne de fer, Imafer, et l'usine Fer Mali dans la commune de Tienfala. Il s'agit pour le ministre de partager avec les différents responsables de ces unités industrielles les risques liés à la qualité du fer à béton sur le marché. Notre pays a connu ces derniers temps l'effondrement d'immeubles ou de maisons en construction ou construites, entraînant des dégâts matériels et financiers extrêmement importants. Et malheureusement, dans certains cas, avec des pertes en vie humaine. Des fers 6 commercialisés sur le marché au prix de fer 6 ont été contrôlés diamètre 4. Des fers 8 au prix du fer 8 ont été contrôlés diamètre 6. Des fers 10 au prix de fer 10 ont été contrôlés 7. Sans compter que les longueurs aussi n'étaient pas respectées. Cette situation est totalement inacceptable par le gouvernement. Les défis pour Imafer et Fer Mali restent aujourd'hui la disponibilité de la matière première et surtout l'énergie. Le respect des normes constitue une de nos préoccupations majeures. Et depuis 2013 jusqu'à maintenant, nous sommes en train de soulever ce point. Il y a des produits au marché qui ne répondent pas aux normes et des bâtiments qui s'écroulent en longueur de journée. Donc ça, c'est quelque chose qui termine un peu l'image des sociétés. On a peur qu'un jour, que nous aurons des difficultés pour avoir ces matières premières. Ça, c'est un. Et en même temps, les prix, ça s'enflamme par rapport à celui que nous fournit. Dans toutes les régions de Mali, ils récoltent les ferrailles et amènent chez nous ici. Et c'est nos concurrents aussi. Des préoccupations qui trouveront des réponses si chacun joue son rôle, a dit le ministre. Il faut que nous puissions partir d'une production endogène, transformer nos minéraux, transformer le fer sur place. Les montagnes qui sont autour de Koulikoro sont très riches en fer. Dans les réflexions que nous sommes en train de conduire, c'est de dire aujourd'hui comment rendre aujourd'hui moins dépendante
les capacités de production de nos industries à l'énergie. C'est là il y a plusieurs pistes qui s'offrent à nous, notamment pour tout ce qui concerne le solaire. Le ministre de l'Industrie et du Commerce prône l'éducation industrielle en encourageant la consommation et la production nationale. Seule alternative pour permettre de développer notre pays, a assuré le ministre. La police nationale dotée d'un important lot de moyens roulants, au total 43 véhicules, dont 37 pick-up pour la force antiterroriste. Le matériel acquis renforcera sans doute les capacités opérationnelles des unités dans leur mission de protection des personnes et de leurs biens. Ali Djoumatina. Du matériel roulant pour les forces de défense et de sécurité, notamment la police nationale. Il s'agit de 37 véhicules pick-up à essence, 3 véhicules de dépannage et 3 véhicules Hilux double cabine. Au total, 43 véhicules entièrement acquis sur financement du budget national. Cette nouvelle acquisition contribue à doter les éléments de moyens roulants efficaces en vue d'asseoir un climat de sécurité en adéquation avec les aspirations profondes des populations. Au moment où le contexte sécuritaire impose beaucoup plus de mobilité, de réactivité, de proactivité, et surtout de combativité à nos forces de défense et de sécurité, cette acquisition témoigne de l'expression ferme et de la volonté affichée de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Il s'agit là d'avoir des unités bien équipées et capables d'intervenir de façon prompte et efficace sur l'ensemble du territoire national. Les hommes partout sur le territoire national restent engagés à faire face aux forces du mal. Et dans cette mission régalienne, la vigilance doit être permanente. J'invite les forces de défense, nos hommes, partout où ils se trouvent, qu'ils se disent aujourd'hui que la menace peut venir à tout moment. Donc partout où nous nous trouvons, que ce soit en statique, que nous soyons en mouvement, qu'on se dise que la menace est là, elle est permanente, qu'on se mette dans une posture prête à contrer toute éventuelle menace sur nos différentes positions. Le matériel roulant est ainsi réparti comme suit. 37 véhicules pick-up pour la force antiterroriste, les 3 véhicules de dépannage pour le groupement de la sécurité routière et les 3 véhicules Hilux double cabine pour le cabinet du département de la sécurité et de la protection civile. La 19e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière est lancée. Elle sera marquée par plusieurs activités, notamment la sensibilisation, la formation et l'information des usagers. C'est autour du thème « La sécurisation du transport public de personnes ». Youssouf Diakité. L'insécurité routière constitue de nos jours un véritable casse-tête pour les usagers de la route, mais aussi pour le gouvernement du Mali. C'est pourquoi les autorités maliennes ont initié cette semaine appelée Semaine nationale de la sécurité routière. Cette année 2023, le Mali célèbre la 19e édition. Nous avons remarqué effectivement que les causes graves des accidents qui sont survenus ces derniers temps et qui impliquent les cars de transport public de voyageurs, sur 100 accidents, 70 sont dus à la vitesse excessive. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons voulu donner de façon symbolique des radars portatifs au directeur général de la gendarmerie nationale qui opère donc en rase campagne, mais également des radars éducatifs au directeur général de la police en milieu urbain. Ces radars éducatifs, le but c'est quoi? C'est de permettre aux usagers de la route de voir eux-mêmes leur vitesse et donc d'adapter leur vitesse à la réglementation en vigueur. La route tue, comme on l'a dit, très souvent pour cause de non-respect des règles du code de la route. La consommation d'alcool au volant, l'excès de vitesse qui ne permet plus de maîtriser son véhicule. Le représentant du ministre de la Sécurité et de la Protection civile insiste qu'il faut respecter le code de la route pour éviter tout dérapage. Le bilan, il est lourd, il est macabre, il est effroyable. Et face à la situation, il est plus que jamais nécessaire qu'on agisse. Il faut agir. Comment agir? L'action doit s'articuler autour d'un certain nombre de maîtres mots. La formation, la sensibilisation et la répression. Et à tous ces niveaux, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a des rôles très importants à jouer. En fait, on dit que la route tue, les moyens de transport tuent. Mais en réalité, ce n'est pas la route qui tue, ce n'est pas les moyens de transport qui tuent. C'est le facteur humain qui est déterminant dans tout cela. Quand on parle de sensibilisation, de répression et de formation,
La cible, c'est l'humain. On déchiffre dans les discours que les accidents de route sont dus à plusieurs facteurs. L'incivisme des usagers, l'excès de vitesse, mais surtout le mauvais état des routes. L'objectif de la semaine est d'intensifier la campagne de sensibilisation des usagers de la route en vue de minimiser les impacts négatifs des accidents de la circulation routière sur la population et l'économie de notre pays. Le problème de l'insécurité routière qui affecte toutes les couches sociales a pris des proportions inquiétantes, devenant une préoccupation majeure aussi bien pour les usagers et les riverains du réseau routier que pour les pouvoirs publics en charge de la gestion de la sécurité routière. L'un des moments forts de la cérémonie a été la démonstration de la protection civile sur les premiers secours en cas d'accident. Pour mémoire, les activités de la Semaine nationale de la sécurité routière se déroulent sur toute l'étendue du territoire national. Et ce soir, la rédaction lance ses projecteurs sur l'occupation anarchique des voies publiques. C'est un véritable danger pour les occupants, mais aussi pour les usagers de la route. Pourtant, ceux qui s'adonnent à cette pratique sont conscients des risques et de la gravité de la situation. Ils expliquent simplement le phénomène par le manque de place appropriée. Bemba Sibi, Samboudiakité. Les étals au beau milieu de la chaussée, des marchandises étalées à même le bitume, ne les demandez surtout pas de libérer le passage. Bonjour les invectives, hélas. Et pour autant, on enregistre de nombreux cas d'accidents de la circulation par faute de sensibilisation. La dernière en date, c'était le jeudi dernier à Faladje, quand un camion a fini sa course en faisant des victimes. L'occupation anarchique des voies publiques est donc devenue un véritable casse-tête et les occupants en sont conscients du danger qu'il encourt. On est consciente du danger auquel on est exposé d'ailleurs. On est obligé de libérer la voie à l'approche des Sotrama. Le vrai problème, c'est nous-mêmes. Quand on demande de ne pas s'installer sur la chaussée, d'autres s'entêtent à le faire. Finalement, tout le monde le fait alors que c'est dangereux. On est consciente qu'on est sur la chaussée et ce n'est pas normal. On sait également qu'il y a des risques d'accident, mais on n'a pas d'autre alternative. Malgré tout, elles restent. Elles expliquent cet état de fait par la volonté de recherche du pain quotidien avec leur petit commerce. Notre souhait, c'est de trouver un emplacement sûr. C'est à défaut de cela qu'on cherche notre moyen de subsistance ici. Le fait même de nous demander de quitter la chaussée, on sait que c'est pour notre propre sécurité. On espère trouver une place très rapidement avec l'accompagnement des autorités. Sinon, on est obligé de rester ici pour chercher notre pain quotidien. On vient chercher notre pain quotidien, même si on sait qu'il y a un réel danger. On n'a pas d'autre alternative. À ce rythme, l'on est tenté de s'interroger s'il n'est pas temps que le bâton remplace la carotte pour éviter l'hécatombe. Déjà, certains responsables de marché ont décidé de prendre le taureau par les cornes. C'est le cas des commerçants du marché d'Ossolo Traoré qui ont mis en place un collectif de 27 membres pour dégager les axes principaux du marché. Le président du marché nous a demandé de déguerpir les vendeurs qui sont installés sur la chaussée. C'est quand les autorités ont réhabilité la chaussée que nous avons pensé à cette initiative pour préserver à la fois la chaussée et protéger les commerçants qui s'adonnent à cette pratique. Ce n'est pas facile, mais les équipes arrivent à obtenir des résultats. Ces initiatives viennent appuyer celles de la brigade urbaine de protection de l'environnement qui veille à l'évacuation de voies publiques avec les moyens dont elle dispose. En tout cas, comme le dirait l'autre, prudence est mère de sûreté.
Occupation anarchique des voies publiques à Bamako, le grand format de la rédaction de ce soir. Le 12e contingent des programmes de formation professionnelle de l'APEJ sur le marché de l'emploi. Ces jeunes, qui sont au nombre de 2250 personnes, ont effectué leur stage professionnel du 21 octobre 2021 au 21 septembre 2022 à Bamako et à l'intérieur du pays. Ils viennent d'organiser leur cérémonie de sortie sous le slogan « Un stage, un emploi ». Batraouri. Ils sont 2250 personnes à avoir bénéficié du 12e programme de formation professionnelle de l'APEJ. Leur stage s'est déroulé dans les administrations et entreprises durant la période du 21 octobre 2021 au 21 septembre 2022. Les éléments de ce 12e contingent du programme de formation professionnelle de l'APEJ est regroupé au sein de la JDS, l'association des jeunes diplômés stagiaires de l'APEJ, se disent prêts à servir. Pour cela, ils expriment le souhait un stagiaire, un emploi à l'intention des autorités et des chefs d'entreprise. Cette cérémonie est pour nous l'occasion parfaite de mettre l'accent sur la thématique de l'emploi des jeunes, mais aussi l'accompagnement des jeunes sur l'entrepreneuriat jeune. À ce stade du 12e programme de formation professionnelle, nous pensions que l'État et ses partenaires doivent mettre en place un nouveau système qui permettrait à ces milliers de jeunes diplômés stagiaires d'être retenus afin qu'ils ne retournent plus dans la vie de chômage. Le représentant du ministre en charge de l'emploi a saisi l'occasion pour saluer l'abnégation des stagiaires et leur sens du respect de la hiérarchie de leur service d'accueil avant de rappeler les objectifs des stages de formation de l'APEJ. Le stage de formation constitue un axe majeur du programme Emploi Jeune. Il est important de rappeler que la seule composante renforcement de l'employabilité des jeunes a déjà bénéficié à plus de 104 000 jeunes en fin 2022. Ce stage a pour objectif principal de renforcer l'employabilité des jeunes par le biais de l'acquisition d'une expérience professionnelle d'au moins 12 mois dans les secteurs de l'administration, des ONG et du secteur privé. Cette cérémonie de sortie était parrainée par Mossadegh Baili et d'autres acteurs qui ont reçu à cet effet des attestations de reconnaissance. Je vous l'annonçais, le Premier ministre s'est entretenu cet après-midi avec les ressortissants des régions de Tombouctou et de Taoudéni, ici à Bamako. L'essentiel des discussions a tourné autour de l'évolution du contexte sécuritaire et de l'approvisionnement des populations. Le Premier ministre a réaffirmé l'attachement du gouvernement à rétablir la sécurité dans tout le pays et singulièrement dans les régions de Tombouctou et de Taoudéni. Dr Shogel Kogalamaïgal a dit au micro de Alouzini Touré. Ça, c'est une audience au nom du Mali. Parce que dans presque toutes les localités, les gens vivent la même chose. C'est simplement parce qu'il y a des hommes intelligents, des leaders dans la zone qui se sont dit on ne peut pas continuer à se taire. Sinon, les gens auraient pu organiser une manifestation à Bamako, un meeting, une marche, mais après on rentre à la maison. Ça s'arrête ici. Mais quand vous organisez ça, vous interpellez le gouvernement devant les peuples maliens. C'est comme une assemblée nationale qui interpelle un gouvernement. Vous interpellez le Premier ministre sur la situation de votre région où les gens n'ont pas à manger, où ils ne peuvent pas se déplacer. Mais c'est un échantillon en réalité aujourd'hui. Tombouctou aujourd'hui, c'est un échantillon. C'est un virage historique aujourd'hui qui se passe. Si ça se passe bien à Tombouctou et Taoudéni, vous allez voir, ça va alléger les choses dans le reste du Mali. C'est ça le combat de gladiateurs que nous menons aujourd'hui. Et je suis sûr qu'avec l'appui des Maliens, avec votre appui là, on ne peut pas échouer. Parce que cette terre-là, c'est une terre bénie. Tous ceux qui vont jouer contre la terre malienne là, ils vont perdre le jeu. Forcément, ça peut prendre du temps. Je le dis toujours, le temps c'est le premier allié de la vérité. Je compte donc beaucoup sur vous et c'est pour cela que le gouvernement a décidé
sous l'impulsion du chef de l'État, de donner beaucoup de visibilité à la région de Tombouctou. On ne la choisit pas par hasard. Tous les actes que le gouvernement pose sont des actes réfléchis. Reportage complet à suivre demain dans nos différentes éditions. Clôture des activités de vacances de l'Office national des pupilles du Mali, des activités qui ont permis aux pupilles de visiter ou de découvrir les richesses culturelles des régions de Sikasso-Bougouni et du district de Bamako. Au total, 600 enfants ont pris part à ces visites. Aliou Abdoulaye Touré. Le voyage est la plus grande leçon de géographie, dit-on. Pour mieux permettre aux enfants de découvrir les richesses culturelles des régions de Sikasso et Bougouni, l'Office national des pupilles du Mali a mis ses vacances à profit pour faire visiter ces régions aux enfants. On a visité les centres Sénéfo, le musée national de Sikasso, le gouvernorat de Sikasso, le RTM de Sikasso. J'ai pensé que ça a été bien pour nous. La vie de Sikasso, ça a été vraiment super. Elle renferme des lois culturelles que nous ne connaissions pas et qui m'a fait plaisir de connaître. J'espère que ce n'est pas fini encore. L'homme ne finit jamais d'apprendre. Et on a dit comment le mot Sikasso vient. La dernière étape de cette visite touristique a été le district de Bamako. Ces activités de vacances ont concerné 600 enfants par vague de 100. Et pour ces 600 enfants, nous avons sélectionné les meilleurs des classes pour l'année académique 2022-2023. Ils ont bien vu nos richesses culturelles. Nous sommes allés au centre Sénéfo, la mosquée de Missiri Koro aussi, qu'ils ont beaucoup apprécié. La genèse, l'origine de Sikasso, d'où vient Sikasso, le nom Sikasso et les légitimités traditionnelles. Ils ont appris tout ce qui regorge, toutes les recherches qui regorgent de Sikasso. Les enfants ont appris cela. Pour joindre l'utile à l'agréable, des kits scolaires ont été remis aux admis du DEF et du BAC 2023. Formation des professionnels des médias sur la problématique de la protection de l'enfant. Elle a concerné une trentaine de journalistes de la presse privée et publique. Une initiative de la COMAD, Coalition malienne pour les droits de l'enfant. Maïmouna Guindo. Compte tenu du faible taux de compréhension de la question de la protection de l'enfant par la population, la COMAD fait appel à la presse. La structure fêtière qui est là pour la cause de l'enfant a voulu approfondir la question du droit de l'enfant à travers cet atelier qu'elle organise à l'intention des journalistes. L'objectif est de contribuer à renforcer la capacité de ces hommes de médias en vue d'une meilleure promotion des droits de l'enfant. Cette formation des presses écrites et orales, c'est important pour nous qu'ils comprennent les textes parce que c'est un long combat qui ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain. Maintenant, si les journalistes sont associés à ce combat-là et leur compréhension, parce que beaucoup de journalistes affichent des articles, mais il y a des règles à respecter qu'ils ne maîtrisent pas. C'est une initiative à saluer. Étant entendu qu'aujourd'hui, les médias demeurent quand même des acteurs incontournables, quelle que soit la situation. C'est les professionnels de l'information. Et quand on parle des enfants, ils doivent être vraiment au centre de toutes les préoccupations. Il reste beaucoup à faire pour répondre aux besoins des enfants qui sont vulnérables face à la violence, l'exploitation et à la maltraitance. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est dans la perspective de notre souveraineté. Dans cette souveraineté, pour y aboutir, pour y arriver, donc c'est vraiment l'enfant d'abord. L'enfant doit être au cœur de nos... Comme on le fait déjà, on doit encore faire davantage pour mettre l'enfant au cœur de nos préoccupations. Désormais, une trentaine de journalistes des différentes presses, radio, télé, presse écrite, presse en ligne, qui peuvent être des relais incontournables dans cette lutte, sont bien outillés. Le cinéaste Souleymane Cissé, lauréat du prix Carrosse d'Or, honoré par ses pairs ici à Bamako, c'était au cours d'une soirée de reconnaissance initiée par le Fonds africain pour la culture en collaboration avec la Fondation Azalaï. Ibrahim Kaoukonate, Brahima Koulibaly. Ce cocktail dînatoire en l'honneur de Souleymane Cissé est une initiative du Fonds africain du cinéma et la Fondation Azalaï. Objectif, célébrer l'homme avec 60 ans de carrière cinématographique et de nombreuses distinctions honorifiques. À mon nom propre, au nom de l'ensemble
des collaborateurs, du millier de collaborateurs du groupe Azalaï, au nom, si je peux me permettre, de tous les cinéphiles, de tous les amoureux de la culture, et j'en vois beaucoup ici ce soir, de tous ceux qui ont été bercés par vos réalisations, Figné, Bara et les autres, au nom de tous les citoyens maliens tout court, nous vous exprimons, Monsieur Cissé, toute notre gratitude, toute notre fierté de voir un des nôtres revenir à la maison avec un prix aussi prestigieux. Cette soirée a réuni ses parents, ses amis et la grande famille du cinéma malien. Souleymane, le fait de travailler avec lui, il t'encourage. Il t'encourage parce qu'il te responsabilise. Il nous disait tout le temps, moi, c'est la création et le reste, c'est vous. À 83 ans révolus, Souleymane Cissé se voit honoré par la famille du cinéma. Ce bref préambule afin de vous dire qu'indéniablement, le cinéma aura été ma vie. Pour cela, je remercie le cinéma de mon enfance. Les films vus dans des salles aujourd'hui disparus de Bamako, le Vox, le Rex, le Babemba, le Soudan Ciné, etc., etc. C'est en 1971 que je parviens à tourner 5 jours d'une vie. Mon premier moyen-métrage de fiction qui suit le parcours chaotique d'un jeune paysan qui quitte son village avec l'espoir d'une autre vie à Bamako. Il me faudra patienter 4 autres années. 4 longues années de combat pour être enfin en mesure, en 1974, de mettre en scène Demoussou, la jeune fille. Mon premier long métrage fiction. L'occasion était bonne pour les artistes de saluer le riche parcours du cinéaste Souleymane Cissé. Encore une fois, toutes nos félicitations à Bassolo. Impact positif du projet d'appui au pastoralisme au Sahel sur les conditions de vie des bénéficiaires à Sikasso et à Koutiala. C'est du moins le constat d'une mission de terrain du projet, une mission qui s'est notamment appuyée sur le témoignage des bénéficiaires. Moustapha Doumbouya, Amadou Dolo. C'est une visite de terrain du PRAPS 2, projet d'appui au pastoralisme au Sahel, pour s'enquérir de l'état de certaines activités du projet. La première étape de la visite est la commune rurale de Kaboïla pour voir une séance de vaccination du cheptel. Il s'agit de la vaccination contre la peste des petits ruminants et contre la péripneumonie contagieuse bovine. Pour ces 2 vaccinations, nous avons reçu un appui substantiel du PRAP en termes d'achat de vaccins pour pouvoir nous aider, en tout cas d'ici l'horizon 2030, à avoir le contrôle de la péripneumonie contagieuse bovine. Et en ce qui concerne la peste des petits ruminants, l'appui du PRAS va nous aider, en tout cas, à éradiquer la peste des petits ruminants d'ici l'horizon 2030. La mission s'est aussi rendue chez une bénéficiaire de la première phase du PRAPS à Kaboïla qui a vu ses activités évoluer grâce à l'appui du projet. Après Kaboïla, direction Sikasso où le PRAPS 2 a financé récemment 180 activités génératrices de revenus. Avant le financement du PRAPS, je me débrouillais à faire le maraîchage, à transformer les soumbala, à faire des piments. Maintenant que j'ai le poulet de chair là, la rentabilité est plus rapide. Donc, j'ai les fonds de roulement, j'ai des bénéfices, même si ce n'est pas beaucoup, c'est mieux que rien. Dès qu'on donne le financement, on fait le suivi petit à petit. 1 mois, 2 mois après, on va voir comment les activités avancent. S'il y a des difficultés, on essaie de les corriger et puis on avance. Et même maintenant, après 1 ou 2 années après, on revient pour voir l'impact. On est vraiment très satisfait des résultats qu'on a vus sur le terrain. A noter que le PRAPS 2 intervient dans les cercles de Sikasso et Kadjolo en région de Sikasso.
À Ségou, les techniciens d'imagerie médicale et de radiothérapie du Mali renforcent leurs capacités techniques sur les examens avec scanner. Les participants viennent de différentes régions et du district de Bamako. Les détails avec Fousseini Samake et Issaba. La radiographie mal faite peut poser des problèmes aux médecins traitants et aux malades. C'est pour éviter ces problèmes et améliorer les pratiques quotidiennes de façon permanente que l'Association des techniciens d'imagerie médicale et de radiothérapie du Mali organise ce cadre de partage d'expérience de 2 jours à Ségou. Cette formation est spécifiquement sur le scanner, qu'on appelle généralement l'atomodensitométrie, qui est la technique la plus irradiante, c'est-à-dire que c'est la technique qui produit plus de rayons X. C'est une formation qui est à l'endroit pas seulement des techniciens, mais aussi de tous ceux qui interviennent dans le cadre des services d'imagerie, c'est-à-dire aussi les médecins radiologues qui nous accompagnent ici au cours de cette formation. Les formations théoriques suivies de pratiques sont axées sur les protocoles des examens avec les scanners. Les thèmes qui sont à l'ordre du jour aujourd'hui vont du scanner cérébral injecté au scanner ORL, qui sont des scanners qui demandent beaucoup de temps, beaucoup d'acuité et beaucoup de rayons. Et par conséquent, ils demandent une maîtrise parfaite pour réduire les doses de rayonnement ionisant que les malades reçoivent au décours de ces examens-là. La formation a 2 rôles essentiels de motivation du personnel, d'amélioration de compétences. Donc du coup, d'amélioration de la qualité des soins. Il est difficile qu'un clinicien assoie un diagnostic fiable sans passer par l'imagerie médicale. Cette formation bénéficie de l'accompagnement de la Direction nationale de la santé et des partenaires comme Maintenance hospitalière, ASL Mali, Irak Médical et l'hôpital Nianagoro Famba de Ségou. Santé toujours avec la 3e édition de la journée de l'étudiant en spécialisation en neurologie du Mali. Le thème choisi cette année porte sur l'AVC, accident vasculaire cérébral, une pathologie qui se répand aujourd'hui à grande vitesse dans le monde. Awa Adama Koulibaly, Moussa Togo. La médecine est vaste et son évolution est assez rapide avec l'apparition constante de nouvelles maladies. Les médecins en spécialisation en neurologie, depuis 3 ans, veillent à la maîtrise de leur domaine. Ces journées sont initiées pour vulgariser les pathologies neurologiques et encore sensibiliser la population et nos autres collègues médecins par rapport à la prise en charge de certaines pathologies neurologiques. En parlant de pathologie, cette année, la rencontre a été placée sous le thème de l'accident vasculaire cérébral AVC, un mal qui fait ravage ces derniers temps. L'AVC, c'est jusqu'à plus de 50% des hospitalisations dans nos services. Donc c'est une maladie qui n'est pas du tout rare, elle est assez fréquente. Il y a eu une étude qui a été faite sur plusieurs CHU de Bamako qui a montré qu'il y a une fréquence hospitalière qui part jusqu'à 24% environ. Les AVC restent de loin la pathologie la plus fréquente et une pathologie qui a tendance encore à se développer. Et il va falloir très rapidement, avec une volonté politique, avec la contribution des scientifiques, arrêter cette situation. En dehors de l'AVC, les céphalées restent la pathologie neurologique la plus handicapante, surtout chez la femme, ajoutée à l'épilepsie qui touche 2% de la population. On en vient à Focus Santé de ce lundi, sujet du jour, la ménopause. Elle survient, généralement autour de 50 ans. Bouffées, chaleur, fatigue, troubles du sommeil sont entre autres symptômes de la ménopause. En Focus Santé sur la ménopause, une réalisation de Baraki Sawatara et Adama Traoré. Fleuve tranquille pour certaines, cataclysme pour d'autres. Mais rassurez-vous, c'est un passage obligé dans la vie d'une femme qui n'est pas toujours une partie de plaisir. La ménopause se manifeste par l'arrêt des menstruations chez une femme pendant au moins 1 an d'affilée. Mais la ménopause est toujours précédée d'une période appelée la préménopause. Elle commence généralement 5 ans avant l'arrêt définitif des règles. Dans cette période se manifestent souvent des irrégularités dans le cycle menstruel de la femme. Souvent, elle peut faire 1 mois sans voir les règles. Après, les règles viennent, ou elle fait 2 mois sans voir les règles, jusqu'à ce que les règles s'arrêtent définitivement pendant au moins 1 an. Et là, on parle de ménopause.
C'est donc un phénomène naturel chez la femme. La ménopause est le résultat naturel de la diminution de la production des hormones de la femme. Chaque femme vient dans le monde avec un certain nombre de follicules. Et quand ces réserves de follicules sont épuisées, la femme part à la ménopause. L'âge moyen de survenue de la ménopause, c'est 50 ans, plus ou moins 5 ans. Il y a des femmes qui peuvent être à la ménopause à 45 ans, d'autres jusqu'à 55 ans. Mais ça ne doit pas dépasser les 55 ans. Et normalement, ça ne doit pas survenir avant l'âge de 45 ans. Mais certaines femmes font l'expérience de la ménopause plus tôt, c'est-à-dire avant l'âge de 40 ans. Cette ménopause précoce peut être due à certaines anomalies. Les femmes qui ont malheureusement eu des problèmes de cancer et qu'on les a mis sous chimiothérapie ou radiothérapie, ces femmes-là peuvent aller prématurément à la ménopause, contrairement aux femmes qui n'ont pas eu ces affections. Il y a des femmes aussi, naturellement, leur réserve de follicules est très faible. On appelle ça épuisement prématuré des réserves de follicules. Souvent, vous verrez des femmes à 39-40 ans, elles vont à la ménopause. La ménopause entraîne une grande variété de symptômes. L'un des premiers signes qui est plus retrouvé chez les femmes, c'est les bouffées de chaleur. C'est les femmes, qu'il fasse froid ou chaud, elles ont toujours le corps chaud. Donc, c'est des troubles du sommeil qui peuvent être associés à ça, avec l'insomnie. Ce sont des femmes qui peuvent être souvent très irritables et s'énervent très facilement. Dans les conditions normales, une femme ménopausée confirmée 1 an ne doit plus voir ses règles. Une femme qui a la ménopause et qui saigne alors qu'elle n'a pas pris de médicaments, c'est une source d'inquiétude pour nous les gynécologues. Parce que l'une des causes, c'est le cancer de l'endomètre. Si l'on s'en tient à la définition de la ménopause, il est impossible pour une femme ménopausée de tomber naturellement enceinte. Le traitement de la ménopause se concentre sur le soulagement des symptômes. Dieu faisant souvent bien les choses, en Afrique, au sud du Sahara, surtout comme au Mali, avec le soleil, les femmes ont très peu de symptômes. Peu de femmes viennent consulter pour des troubles liés à la ménopause. Parce qu'avec l'exposition au soleil, on a une conversion de la graisse en estrogène qui joue un peu le rôle de l'estrogène pendant le cycle. La graine de soja contient une quantité importante d'estrogène. Les femmes qui sont ménopausées, si elles prennent la graine de soja, ça permet de compenser un peu les pertes et ça diminue beaucoup les troubles liés à la ménopause. Et retenez juste que la ménopause n'est pas une maladie, mais une étape naturelle de la vie des femmes. Un mot de littérature avec cette nouvelle parution intitulée « Les difficultés dans le milieu social ». Voilà, les difficultés de la vie dans le milieu social. Dans ce roman, son auteur, Boubacar Dognan Diarra, attire l'attention de ses lecteurs sur le quotidien des personnes vivant avec un handicap, en l'occurrence la sienne, à travers cette œuvre. Il retrace également son parcours professionnel avec un accent particulier sur les péripéties rencontrées. Un livre à lire absolument. Comme vous le savez, l'ORTM a commencé ce lundi la diffusion des productions de la biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Vous avez pu certainement suivre à 14h aujourd'hui les différentes prestations de la troupe de Sikasso. Le programme se poursuit jusqu'au 9 octobre prochain. Ainsi, demain mardi 5 septembre, vous pourrez suivre les prestations de la troupe de Ménaka, toujours à partir de 14h sur ORTM1. Déjà, je vous propose un avant-goût du savoir-faire artistique et culturel des jeunes de Ménaka. Yakalamali ayatenade Yakalamali ayatenade Yakalamali tayaminade Iye ayatenade Ayatenade tayaminade Alud Bawan,
Rendez-vous donc demain à 14h pour suivre l'intégralité des différentes prestations de la troupe de Menaka. C'est un programme spécial ORTM à suivre donc jusqu'au 9 octobre prochain. Ainsi va l'actualité ce soir. Nous saluons nos compatriotes établis au Tchad, en Angola ou encore au Canada. Merci de votre fidélité. Très bon moment de télévision en notre compagnie. Bonsoir.